Bhoutan a beaucoup communiqué sur cette histoire de bonheur national brut. Ils ont inventé un concept qui s'opposait au produit national brut, en disant que ce qui comptait, c'était le taux de bonheur. Donc ça, c'était une très bonne initiative. Ce qu'on peut dire sur le Bhoutan, c'est qu'il y a une mise en pratique quand même effective de cette volonté d'arriver à un niveau correct de vie, un mode de vie décent, disons, pour la population, qui n'est pas très nombreuse. Ils sont 600 000 ou 700 000. Donc c'est une royauté parlementaire, avec des élections. Le roi est toujours absolument vénéré. Mais là où on peut revenir au bonheur, c'est que c'est un pays qui n'est pas très riche, mais qui malgré tout propose une éducation gratuite jusqu'à la, disons, de la maternelle à la terminale, même à l'université. Donc il y a des universités. Et tout est gratuit. Et les traitements médicaux sont gratuits. Donc ça, c'est un peu comme en France. Et c'est rare d'avoir un pays qui ne soit pas occidental et qui soit assez relativement pauvre, qui ait quand même réussi à développer un égard ou un service rendu aux citoyens sur des choses absolument fondamentales comme la santé et l'éducation. Donc, préservation aussi de l'environnement. Donc c'est un pays très singulier parce qu'il est comme ça sur l'Himalaya, donc il commence très bas et il finit très haut. Donc on plante du riz ici et puis là où il y a des pâturages. Voilà, donc on monte comme ça, les routes sont enlacées comme ça. Et la forêt, c'est 70% du territoire et il est interdit de... Enfin, je veux dire, il y a un monopole d'État, on ne peut pas couper les arbres sans demander de la permission. Il y a aussi toute une surveillance de l'État sur ce qui s'appelle le Cordyceps sinensis. Alors le Cordyceps sinensis, c'est une chenille parasitée par un champignon et qui sert de base pour fabriquer des médicaments. Et ça coûte plus cher que l'or, au kilo. Oui, c'est une toute petite chose comme ça. Et ça se cueille dans les hauts plateaux himalayens, donc Tibet, Bhoutan, Népal, dans les très très hautes altitudes. Et contrairement à d'autres, au Népal ou au Tibet, où c'est la loi de la jungle, là c'est un monopole d'État, c'est-à-dire que le marché est régulé. Si vous êtes malade, donc vous avez la sécurité sociale, mais si vous êtes gravement malade, une personne de votre famille et vous-même, le malade, peuvent aller par exemple en Thaïlande. Il y a des accords avec la Thaïlande pour que vous alliez vous faire soigner et que quelqu'un vous accompagne. C'est payé par le Bhoutan. Alors, attention, le Bhoutan est subventionné à 70% par l'Inde. Il n'a pas assez de revenus pour générer toute cette aide et donc il y a 70% du PNB, pour le coup, qui est pompé, qui vient de l'Inde. Ouais. Je voulais juste ajouter que le cinéma bhoutanais, en fait, c'est un cinéma assez actif parce qu'ils sont très influencés par Bollywood. Donc vous avez beaucoup de jeunes bhoutanais qui vont faire leurs armes dans le cinéma indien et ils ont une tradition, ils sont très fortement influencés par le cinéma un peu à grand spectacle, d'action de Bollywood. Et ce film n'est pas du tout dans la ligne majoritaire des films qui sortent au Bhoutan. Donc c'est un film plus exigeant, plus contemplatif, qui ne va peut-être pas trouver un public aussi facilement qu'un film d'action, comme il en existe pas mal au Bhoutan. Et le Bhoutan, petit pays, donc 600 000 habitants, mais ils font, je pense, 20 à 25 films par an, ce qui est beaucoup. Et Dechen Roder a monté le premier festival de films au Bhoutan. Donc c'est une cinéphile de la première heure aussi, le Beskop Tsechu. Les dakinis sont des personnages féminins qui donnent une sorte de plénitude à la pratiquante femme et lui donnent une place centrale, mais elles sont souvent associées à des hommes. Elles viennent souvent aussi aider les pratiquants hommes à aboutir à de plus grandes réalisations. Mais ce sont elles-mêmes des femmes extrêmement réalisées spirituellement et éveillées. Donc, quand on connaît le monde culturel, disons, tibéto-bhoutano-himalayen, on comprend beaucoup de références. Je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance sur le bouddhisme tibétain, mais elle fait référence à des femmes dans le passé qui ont été des dakinis, et qui ont eu des actions spectaculaires, miraculeuses. Et il y en a deux principalement, Yeshe Tsogyel et Dorje Phagmo. Je ne sais pas si vous avez retenu ces noms. Donc, Yeshe Tsogyel, 8e siècle, c'était l'une des compagnes, on appelle ça des parèdres, l'une des
partenaire tantrique de l'introducteur du bouddhisme au Tibet qui s'appelle Guru Rinpoche. Et Yeshe Tsogyal est censé être venu avec Guru Rinpoche jusqu'au Bhoutan pour méditer et aboutir à des réalisations spirituelles supérieures. Et puis, il avait aussi une deuxième personne qui s'appelle justement Mönpo Tashi Kijen, qui est le nom, si vous regardez la fiche du film, vous avez Dakini en jaune, en français, et en dessous vous avez du tibétain qui est écrit. Eh bien c'est ce nom, hein, quand on lit le tibétain, on lit Mönpo Tashi Kijen, et Mönpo Tashi Kijen, c'est le nom de cette femme qui était en fait une petite jeune fille que Yeshe Tsogyal a présentée à Guru Rinpoche pour qu'elle devienne sa compagne spirituelle, et elle était au Bhoutan. Et vous avez la troisième personne qui compte dans ce film, c'est Dorje Phagmo, qu'on traduit parfois par la laie, L-A-I-E, adamantine. Vous savez qu'il existe la réincarnation dans le monde bouddhique et que les grands maîtres spirituels, une des singularités du bouddhisme tibétain, c'est d'avoir des grands maîtres qui se réincarnent. Pour ne citer que le plus célèbre, le Dalai Lama, qui est le 14e de sa lignée. Donc il est la 14e réincarnation du premier. Et là, il y a des centaines de lignées de réincarnation. Mais comme par hasard, il y a très peu de lignées de réincarnation féminines. Et il y en a une qui s'appelle Dorje Phagmo. Et il y a un livre extrêmement intéressant de Hildegard Dimberger, alors c'est en anglais, hein, et c'est sur l'histoire de la première détentrice du titre de Dorje Phagmo qui a vécu au XVe siècle. Elle est morte en 1455 à l'âge de 33 ans. Et elle a donné lieu, elle était tellement exceptionnelle qu'il y a eu une lignée de réincarnation qui a découlé d'elle. Donc à sa mort, on a retrouvé la deuxième Dorje Phagmo, à la mort de la deuxième, on a retrouvé la troisième, etc. On est à la 12e actuellement. Et la 6e est celle dont il est question dans le film, parce que la 6e, c'est elle qui aurait transformé ces jeunes nonnes autour d'elle, ou ces jeunes ou pas jeunes nonnes autour d'elle, en truies lors de l'invasion mongole des Dzongars. En 1716, c'est pas dit dans le film, mais en fait, ça c'est un événement historique attesté, 1716, au Tibet central. Ça ne se passe pas au Bhoutan, hein, mais on voit là la circulation des thèmes culturels et bouddhiques, parce que là, il est question vraiment de personnages proprement tibétains et pas bhoutanais, pour le coup, pour Dorje Phagmo. Mais en tout cas, c'est une réincarnation extrêmement connue, extrêmement célèbre. Une des très rares, il y a peut-être 5 lignées de réincarnation de femmes au Tibet, c'est tout, 5 sur des centaines d'hommes. Hein. C'était une femme de haute réalisation spirituelle, qui avait aussi un rôle politique, qui avait un rôle artistique, qui avait un rôle d'éditrice, et tout ça au milieu du XVe siècle.